Maintenant, comment arriver à compléter des réactions de déplacement double? Les réactions de déplacement double, on peut les reconnaître. Premièrement, ils vont toujours être en milieu aqueux. Donc, ils vont tout le temps être dans un pêcheur d'eau, disons. Fait que toutes les substances du côté des réactifs vont être aqueux. Et on va tout le temps mélanger deux composés. Donc, généralement, ça va être toujours du deux composés ioniques. Donc, pour fabriquer des composés ioniques avec la petite échelle qu'on a ici, A et B vont être des métaux ou des particules qui ont tendance à être positives. X et Y vont être des non-métaux ou des particules qui ont tendance à être négatives. Donc, je vais former AX qui va réagir avec BY. Dans les réactions de déplacement simple, c'est un célibataire qui venait prendre la place de quelqu'un dans un couple. Ici, on va plutôt avoir un échange de couple. Mais encore là, ce qui va être important, c'est de toujours échanger un cation avec un cation. Donc, tout le temps la particule positive avec la particule positive. À noter que si j'échange un négatif avec un négatif, je vais finir avec le même résultat. Okay? Je vais finir avec un échange de couple quand même. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est d'échanger un cation avec un anion, parce que là, on va finir avec deux cations ensemble, deux anions ensemble. Deux positifs ne veulent pas être ensemble, il y aurait répulsion. Même chose avec deux négatifs ne veulent pas être ensemble, il y aurait répulsion. Donc, le produit qui va être formé va être BX plus AY. Ici, en général, ces réactions-là vont former un précipité. Parfois non, parfois ça va être un gaz ou un liquide, mais en général, ils vont former un précipité. Donc, il va y avoir un des deux produits qui va être à l'état solide du côté des produits. Ça peut sembler insensé, parce que je vous ai dit qu'on a des composés ioniques, okay, donc qui sont mélangés avec l'eau. On va produire un composé ionique qui se mélange avec l'eau et l'autre va être solide. Pourtant, je vous ai dit que les composés ioniques, ils étaient solubles dans l'eau. Je vous ai dit, à vrai dire, que la plupart des composés ioniques sont solubles dans l'eau. Il existe certains composés ioniques qui ne sont pas solubles dans l'eau. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette réaction-là, lorsqu'on va réussir à former ces composés ioniques-là, ils vont former une espèce de poudre blanche ou d'une autre couleur, une espèce de particule qu'on va être capable de voir qui va rendre la solution opaque. Et avec le temps, on va voir que ces particules-là vont se déposer dans le fond. Donc, c'est vraiment des particules microscopiques solides qui vont être formées. Comme l'exemple ici, si on prend du chlorure de sodium, donc de l'eau salée, okay, parce que c'est aqueux, mis avec du nitrate d'argent, à ce moment-là, on va échanger les deux cations. Je vais obtenir le chlore avec l'argent et le sodium avec le nitrate. Ici, à noter que je ne change pas encore les indices, bien, il n'y en avait pas dans ce cas-ci, mais je dois vérifier les charges. L'argent est un plus, le chlore est un moins, c'est déjà neutre, pas besoin de faire de chassé-croisé. Le sodium est un plus, le nitrate est un moins, c'est déjà neutre, pas besoin de rien changer, pas besoin de faire de chassé-croisé. Maintenant, il me reste l'état. Comment vous allez déterminer lequel parmi ces deux-là va former le précipité pour former la réaction de déplacement double? Bien, sur les tests, sur les examens, vous allez avoir droit à un tableau de solubilité. Okay? Donc, ça va être exactement ce tableau de solubilité-là. Il faut juste apprendre à l'utiliser. Donc, si on prend le premier composé, c'était le chlorure d'argent. Il faut aller dans, premièrement, l'anion. Donc, ici, chlorure, on est dans la rangée numéro 3. Puis là, on voit qu'on a deux possibilités avec les chlorures. Soit qu'ils rentrent dans la catégorie du haut, ou soit qu'ils rentrent dans la catégorie du bas. Dans ce cas-ci, le chlorure est avec l'argent dans le composé. Donc, on rentre dans la catégorie du haut. C'est écrit peu soluble. Peu soluble, ça veut dire que ça se dissout très peu dans l'eau, fait que ça a tendance à former un précipité. Donc, on vient de trouver que le chlorure d'argent, c'est lui qui va être le composé solide. Donc, je vais retourner ici. Je vais juste ajouter que lui va être solide. On va quand même vérifier le nitrate de sodium, quoique généralement il y a un seul précipité. On va quand même le vérifier. Le nitrate, lui, est ici. Mais le nitrate, je ne sais pas si vous remarquez bien, la ligne passe en dessous du nitrate.
Et après ça, pour l'acétate, on a 2 possibilités, mais pour le nitrate, on a seulement une possibilité. Le nitrate, avec n'importe quoi, va toujours être soluble. Soluble, ça veut dire que ça se mélange parfaitement avec l'eau, fait qu'on pourrait dire que ça va être l'état aqueux. Fait qu'une chose que vous devez enregistrer à propos de cette aide-mémoire-là, soluble veut dire aqueux, peu soluble veut dire solide. Donc, on va retourner ici. Le nitrate de sodium va être aqueux. J'équilibre ma réaction, elle est déjà équilibrée, donc j'ai complété cette réaction-là. C'est une réaction de déplacement double qui va former un précipité, c'est-à-dire le chlorure d'argent. Si on fait l'exemple avec celui-là ici. Donc, le chlorure de magnésium qui réagit avec l'hydroxyde de potassium. Première des choses, on va faire un échange, soit les 2 cations, soit les 2 anions. Remarquez que je n'échange pas les indices qui servaient à équilibrer la charge du composé ionique. Je dois vérifier mes charges. Potassium 1+, chlorure 1-, c'est déjà neutre, c'est stable, pas besoin de rien faire. Magnésium, c'est 2+ dans le tableau périodique. Hydroxyde, c'est 1-. Je fais mon chassé croisé. Et j'ai ça ici. J'équilibre la réaction. Donc, j'ai 2 hydroxydes, je vais mettre 2 hydroxydes ici, 2 potassium, 2 potassium, 2 chlorure, 2 chlorure. Ma réaction est équilibrée. Maintenant, je vais vérifier lequel va être mon précipité. C'est là que je n'ai pas le choix de regarder dans mon tableau de solubilité, c'est quoi la solubilité du chlorure de potassium. Donc, le chlorure de potassium, chlorure, potassium n'est pas là, donc il rentre dans tous les autres, ça veut dire que c'est soluble. Le chlorure de potassium va être aqueux. Ensuite, je fais la même chose pour mon hydroxyde de magnésium. On a l'hydroxyde. Le magnésium n'est pas un ion alcalin. Les ions alcalins, c'est la première colonne seulement. Le magnésium fait partie de la 2e colonne, la 2e famille, donc c'est un alcalino-terreux. C'est différent. Ce n'est pas l'hydrogène, ce n'est pas ceux-là. Ça veut dire qu'il rentre dans tous les autres. Ça veut dire que mon hydroxyde de magnésium, il est peu soluble, c'est lui qui est solide. Je vais retourner en haut. Lui, il est solide parce qu'il était peu soluble. Puis lui est aqueux parce qu'il était soluble. Donc, vous avez besoin de faire ça pour déterminer les bons états. Et en plus, vous devez faire ça parce qu'il va arriver des moments où les 2 produits vont être aqueux. À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a aucune réaction. Si j'ai 2 composés ioniques qui sont aqueux au début et à la fin d'une réaction, il n'y a aucune réaction. Pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait au moins un produit qui est solide, un précipité, ou un produit qui forme un gaz, gazeux, ou un produit qui forme un composé liquide, comme par exemple de l'eau liquide. Donc, je vais vous donner un de ces exemples-là d'une réaction qui n'a rien qui se passerait. Si tu mélanges de l'eau salée avec une solution aqueuse de bromure de potassium, là, pour faire différent, je vais échanger, disons, les 2 anions, pour vous montrer que ça fait la même chose. Je vais obtenir du bromure de sodium avec du chlorure de potassium. Je vérifie les charges, 1+, 1-, c'est neutre, ça va. 1+, 1-, c'est neutre, ça va. Ensuite, pour les états, on a déjà déterminé que le chlorure de potassium, ici, avec le tableau de solubilité, c'était aqueux. Et que le bromure de sodium, lui, il va falloir le vérifier. Je ne le connais pas par cœur. Le bromure est ici. Sodium n'apparaît pas ici. Donc, ça va dans tous les autres. C'est soluble. Donc, c'est aqueux. Aussitôt que j'ai 2 produits aqueux, je sais à ce moment-là qu'il n'y a aucune réaction. Donc, dans le fond, ce qu'il faudrait que j'écris comme réponse, c'est aucune réaction. Vous pouvez l'écrire tout simplement comme ça, puis je vous donnerai tous vos points. Si vous ne voulez pas effacer votre raisonnement, parce que des fois, quand les élèves font des erreurs, je préfère qu'ils aient laissé leur raisonnement. Comme ça, je peux donner des points partiels. Ils savent comment écrire des composés ioniques neutres, équilibrer une réaction, etc.
Fait que ce que tu peux faire une autre ligne juste en dessous puis écrire que c'est aucune réaction. Maintenant, je vais juste prendre 2 minutes pour expliquer pourquoi c'est aucune réaction. C'est parce qu'on truque notre cerveau en écrivant ça un petit peu. Parce qu'en réalité, un composé ionique dans l'eau, ce n'est pas des molécules de NaCl qui est dans l'eau. Souvenez-vous, NaCl veut juste dire que c'est un cristal dans lequel on retrouve un rapport 1 pour 1 entre les Na et les Cl. Donc, en réalité, il y a plusieurs atomes. Quand je mets un cristal d'un composé ionique dans l'eau, ce qui arrive, c'est que les atomes vont se séparer. Okay? C'est ça qu'on appelle la dissolution. On va avoir des molécules d'eau qui vont entourer chaque ion à ce moment-là. Fait que les ions sont individuels. Fait que ça serait plus exact de représenter NaCl comme étant des ions sodium aqueux qui sont entourés d'eau et des ions chlorure aqueux qui sont entourés d'eau. Même chose avec le bromure de potassium qui est soluble dans l'eau. Dans le fond, c'est juste des ions potassium et des ions bromure. Là maintenant, si je fais la même chose du côté des produits, on a formé du bromure de potassium, mais ce n'est pas vraiment exact. C'est plus en réalité des ions sodium et des ions bromure. Même chose avec le chlorure de potassium qui est aqueux. En réalité, ça devrait être plus des ions potassium tout seul et des ions chlorure. Et là maintenant, si vous remarquez bien, on n'a pas de différence entre ce qu'on avait au début et à la fin. On a les mêmes 4 ions au début et on a les mêmes 4 ions à la fin. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune transformation qui s'est produite. Justement, les réactions chimiques, c'est la transformation des matières, quand on forme des nouvelles liaisons. Ici, il n'y a aucune liaison chimique qui a été brisée ou formée. Ce sont les mêmes substances au début et à la fin. Versus quand on avait un précipité, ici, parce que c'est solide, ça veut dire que j'ai fait des nouvelles liaisons ioniques entre ces deux composés-là ici. Donc, c'est une transformation de la matière. Mais pas quand j'ai un début aqueux et une fin aqueux. Il n'y a aucune transformation qui s'est produite, aucune réaction. Finalement, je vais vous parler d'une petite exception qu'il va falloir faire attention. Il va falloir que vous appreniez par cœur que lorsqu'on a de l'acide carbonique ou de l'hydroxyde d'ammonium qui est formé, ces composés-là se décomposent à température de la pièce. Donc, ça veut dire que tu vas faire ta réaction de déplacement double, tu vas former ce composé-là, puis lui va se décomposer encore. Fait qu'au lieu de finir avec 2 produits, tu vas finir avec 3 produits dans ta réaction. Puisque tu as formé les 2 du déplacement double, plus il y en a un des 2 qui va se décomposer, puis il va en former 2. Donc, tu es rendu avec 3 produits. Je vais vous donner l'exemple ici. Si je fais réagir du bicarbonate de soude avec du chlorure d'hydrogène. Donc, dans le fond, c'est la bonne vieille expérience avec le bicarbonate de soude que vous avez à la maison. Et ça ici, c'est de l'acide chlorhydrique, mais on pourrait utiliser du vinaigre. Ça donnerait le même résultat. Ici, on va échanger les cations. Donc, je vais échanger le sodium avec l'hydrogène. Je ne vais pas échanger cet hydrogène-là, il fait partie d'un ion polyatomique, l'ion hydrogénocarbonate. Ici, je vais finir avec l'hydrogène ici, ça va être rendu avec 2 hydrogènes, donc ça va être ça ici. Avec NaCl. NaCl, je sais déjà par cœur que c'est aqueux. Le carbonate d'hydrogène, par exemple, je vais le vérifier avec vous. Le carbonate est ici. Avec l'hydrogène, c'est soluble, donc il est aqueux. Fait que, après ça, normalement, on équilibre la réaction. Il y aurait un 2 ici, un 2 ici. Un élève qui ne serait pas trop averti aurait fini son problème comme ça. Okay? Là, c'est là que je veux que tu apprennes par cœur ces 2 produits-là. L'acide carbonique à température pièce va toujours se décomposer en 2 produits, en de l'eau qui est hyper stable, de l'eau liquide, et du CO2 gazeux. Donc, en réalité, ma réaction, elle a produit 3 produits. Ces 2 substances-là ont réagi pour former de l'eau, du CO2 et du NaCl. Et comme j'ai 2 des produits qui ne sont pas aqueux, j'ai quand même une réaction.
Ici, en regardant juste ça, ici, un élève normal aurait écrit AR pour aucune réaction parce que les deux produits sont aqueux. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Il y a réellement une réaction qui va se produire parce qu'on va former des nouvelles liaisons covalentes. Okay? Donc, souvenez-vous, l'acide carbonique se décompose en eau et en CO2. Donc, ici, vous pouvez vous ajouter ce qu'il faut que vous vous souvenez. L'acide carbonique se décompose en eau et en dioxyde de carbone. Quand on parle de l'hydroxyde d'ammonium, quant à lui, va se décomposer en ammoniac, NH3, et en eau. Et ça va se faire à température de la pièce. Donc, c'est pour ça que quand tu complètes une réaction, donc disons que j'échange les deux cations, je vais obtenir NaCl qui est aqueux, plus NH4OH. Si je vérifie NH4OH dans mon tableau de solubilité, je vais voir qu'il est aqueux. J'aurais tendance à écrire aucune réaction, mais là, il faut que je me souvienne que le NH4OH va se décomposer en ces deux produits écrits en noir ici, l'ammoniac, NH3, et l'eau. Donc, je finis avec trois produits. Cette réaction-là va donner du NaCl, du NH3 et du H2O à ce moment-là. Ensuite, un autre type de réaction que vous avez vu l'année dernière, c'est les réactions de neutralisation. Vous l'avez vu l'année dernière parce que vous avez vu la section des acides et des bases, puis vous avez vu que quand on fait réagir un acide avec une base, c'est une réaction de neutralisation. Donc, on peut le reconnaître parce que c'est un acide qui réagit avec une base. Encore une fois, c'est une réaction de déplacement double, donc je peux échanger. Ça va donner NaCl qui est aqueux avec HOH. Mais au lieu d'écrire HOH, ben HOH c'est H2O, c'est de l'eau. Et comme l'eau, on sait qu'à température pièce, c'est liquide, c'est ça qui fait qu'il y a une réaction. Okay? Parce que normalement, quand les deux produits sont aqueux, il n'y a aucune réaction, mais l'eau ne peut pas être aqueux. Aqueux, c'est un état qui va dire mélanger avec l'eau. L'eau ne peut pas être comme mélangée avec lui-même. Okay? C'est une substance pure, ce n'est pas un mélange. Donc, à ce moment-là, on a formé des nouvelles liaisons covalentes. Donc, s'il y a une réaction. Donc, montrez-moi que vous avez compris en complétant ces trois réactions-là ici. N'oubliez pas que vous devez vous servir de votre tableau de solubilité. Donc, la réaction entre le sulfate de sodium et l'hydroxyde de potassium, entre le sulfate de potassium et le nitrate de barium, et entre l'hydroxyde d'aluminium et le sulfite d'hydrogène, ou plutôt, ce qui est aqueux, l'acide sulfureux.